Bah, écoute, peut-être pour démarrer, Victor, je pense que tu as un petit peu l'habitude. Je te laisse peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours et moi, si Ouais, ça te va, je t'interromps aussi un petit peu pour voir si on peut préciser voilà, certaines choses c'est et parfait. pour que ce soit clair auprès du plus grand nombre. Ok, excellent. Bon, bah, du coup, je vais me présenter et comme tu le disais, il ne faudra pas hésiter à m'interrompre, à me poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Et du coup, sans transition, j'enchaîne. Donc, déjà, je m'appelle Victor Leboda. Aujourd'hui, je suis gross manager chez Libéo. Libéo, c'est une solution de paiement pour les TPE-PME. Donc, concrètement, ça va aider les dirigeants et les directeurs financiers à mieux gérer leurs factures fournisseurs. Donc, notre solution aujourd'hui, c'est que tu prends toutes tes factures, tu les envoies dans la plateforme, on reconnaît automatiquement tous les champs qu'il y a dans la facture et tu n'as plus qu'à cliquer sur payer à échéance. Du coup, ta facture est payée à échéance et toi, tu te libères l'esprit de toute cette charge mentale qui est de est-ce que j'ai payé mon fournisseur? Est-ce que je vais le payer à temps? Est-ce que je n'ai pas déjà payé cette facture, etc. Mhm. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Alors, pour repartir de très très loin, j'ai fait un master en éco, en marketing et en management. Donc, j'ai fait ça dans un IAE à Perpignan, puisque je suis du Sud, même si ça ne se rend pas forcément dans mon accent. Mais Ça, dès que c'est j'ai fait les, ce les années passées à master-là, Paris, ça. ah bah ouais, avec le temps que tu passes à Paris, tu finis par oublier ton accent. Et du coup, j'ai fait ce master qui m'a fait découvrir le marketing. À l'époque, on parlait de marketing digital et de web marketing. Ça fait un peu vieillot. Et ça a commencé à m'intéresser. Je regardais pas mal de vidéos sur YouTube sur le sujet. Ensuite, j'ai fait des startup week-ends Mhm. en web marketing. Ça m'a fait me plonger dans l'environnement startup sur la partie 0 à 1, créer une boîte, etc. Et du coup, quand j'étais en master, j'ai fait 2 stages, non plus en web marketing, mais en growth, puisque ça commençait à arriver en France. Alors, c'était vraiment assez balbutiement à l'époque. On avait encore du mal à le définir, puisque du coup, le growth a été créé en 2010 par Sean Ellis. Et on en parlait très très peu en France. Concrètement, j'ai tendance à dire que la France a genre 5 ans de retard par rapport aux États-Unis sur ce qui existe dans ce domaine d'activité-là. Et du coup, j'ai fait mes 2 stages, j'ai fait du B2B, j'ai fait du B2C. Et à la fin de ces stages, je commençais à voir que en tant que growth, tu es rapidement limité par des problématiques techniques. Et du coup, j'ai fait le wagon pour apprendre à coder à Paris. Donc, c'est un bootcamp en 9 semaines. C'est très rapide. Ça te permet de te plonger dans les problématiques de code. Et du coup, j'ai appris à coder en Ruby à l'époque. J'ai fait un peu d'HTML, de CSS, de JavaScript, parce que à l'époque, j'avais un projet d'extension Chrome avec ma team. Et en fait, ça m'a permis de voir déjà plus loin que ce que je pensais possible à l'époque. Et ensuite, de me séparer complètement des développeurs quand tu as besoin de faire quelque chose d'un minimum technique. Mhm. Donc, plutôt cool. Et c'est comme ça que je suis rentré dans une boîte qui se crée, qui était en création à l'époque, qui s'appelle Germinal. Est-ce que Certains tu penses en que c'est, ont. est-ce que à quel point tu penses que c'est indispensable de passer, par exemple, d'avoir des bases de code pour faire du gros? Je vais t'interrompre un petit Hmm, peu, hein, c'est enfin parfait, voilà, vas-y, continue. mais enfin, c'est une petite question rapide, quoi. Ouais. Écoute, moi je pense que tu peux faire du growth sans savoir coder. Il y a de plus en plus d'outils de no-code. C'est d'ailleurs un terme dont on entend parler tous les jours aujourd'hui. À l'époque, c'était pas le cas quand j'ai commencé. Donc à l'époque, si tu savais pas coder, c'était vraiment la galère. À part si tu savais pas faire un script pour aller scraper une info ou automatiser des actions, c'était compliqué de trouver des solutions alternatives. Aujourd'hui, il y a plein, plein, plein d'outils qui permettent de passer outre la barrière technique. Après, je pense que d'un point de vue culture G, ça fait pas de mal. Et c'est vrai que de temps en temps, bah, tu as besoin d'apporter un patch technique. Et là, ça peut être cool d'avoir des bases pour aller plus loin. Je pense qu'il y a aussi un sujet au niveau du recrutement, et à la limite, on en reparlera après, mais euh, dire à ton recruteur que tu comprends en fait ce que font les devs dans la boîte, que tu comprends ce qui est réalisable ou non Mhm. quand tu travailles avec ces équipes techniques et que
En cas de galère, tu peux mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est très, très rassurant et ça fait de toi vraiment un profil ultra attractif sur le marché. Ok, ça répond à ma question. Je te laisse continuer. Non, et du coup, à cette époque-là, j'avais fait le wagon justement pour me libérer de ces problématiques techniques. Et, euh, et je suis arrivé chez Germinal, une boîte qui était en train de se créer. Germinal, à l'époque, alors c'est pas la même chose que ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'était une sorte d'agence de growth qui permettait deux grandes choses. Soit tu étais une grande entreprise qui voulait lancer un service, et plutôt que dire ben, on va mettre 2 millions d'euros, créer le produit ou le service, le déployer sur le marché et voir si ça fonctionne, on disait non, attends, plutôt que créer tes croquettes pour chiens, les produire, les envoyer à Auchan et ensuite, au bout d'un an, te dire ben, en fait, ça ne fonctionne pas du tout et du coup, toi, ta boîte a perdu 10 millions d'euros, ben, tu vas te dire ok, on va tester ce marché-là en amont, avant même qu'il existe. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on fakeait de A à Z le produit. On créait des landing pages, on créait des publicités, on créait des faux packaging, on envoyait du trafic payant notamment dessus. Et ensuite, on envoyait les gens le plus loin possible dans ce qu'on appelle le funnel, donc dans le parcours d'achat. Et du coup, tu te retrouvais avec une quantité d'informations qui était ultra intéressante pour ton client, puisque tu pouvais lui dire, ben, le trafic qui vient de Facebook, qui appartient à cette audience de, je sais pas, 25-35 ans, CSP+, fans de chiens, et écolo, et bien du coup, ces personnes-là arrivaient sur le site, elles ajoutaient le produit au panier, elles mettaient les coordonnées de livraison, donc tu as une intention d'achat qui est extrêmement forte. Et Et elle après, recevait pour des jamais leur problématiques, croquette, quoi. ouais, c'est ça. En fait, pour des problématiques légales, déjà, tu n'avais pas d'achat parce que Ok. tu ne peux pas vendre un produit qui n'existe pas. Mais tu pouvais dire à ton client, OK, pour 4,14 €, tu aurais eu un ajout au panier avec quelqu'un qui ensuite a mis ses coordonnées de livraison, donc qui était prête à l'acheter. Mhm. Et elle appartient à cette audience sur ce canal d'acquisition avec cette Ok. proposition de valeur, ce packaging, etc. Donc ça, Donc on le ça, faisait c'était et la c'était première ouf. offre de Germinal, du coup. Ok. Ouais, c'était la toute première offre de Germinac. On fakeait pour des entreprises qui voulaient lancer un produit ou un service. Ça, Mhm. c'était la première offre de Germinal. Euh, et, euh, et la seconde, c'était plutôt faire de l'acquise pure et dure. Je sais pas, je t'appelle City Scoot, tu as t'as envie d'aller, je sais pas, conquérir un nouveau marché. On allait tester ce marché pour toi. Donc, ton Ok. service existe et on allait juste faire de l'acquisition. Ok. Très Et c'est clair. vrai qu'aujourd'hui, ils ont pivoté complètement puisque ils sont passés de agents, enfin, alors s'ils entendent ça, ils vont me détester. Ils ont complètement pivoté dans le sens où ils ne font plus du tout ce genre de choses, sauf sur quelques petites entreprises triées sur le volet. Ouais. Ils font surtout de la formation sur des sujets de growth. Mhm. Ok. Aujourd'hui, tu veux dire, on a une question d'Yvan, je crois. Yvan, si tu veux la poser Ouais, sur le chat, fais-toi plaisir. Comme ça, on pourra la transmettre du coup à Victor. Donc, ce que tu me dis, ok, c'est que tu as travaillé du coup pendant du coup 2 ans ouais, avec eux, et ça, c'était juste avant de rejoindre Libéo, qui est ta société exact, actuelle. Ok. Peut-être il exactement. y a je crois un point que tu n'as pas précisé tout à l'heure, mais Libéo, vous êtes combien aujourd'hui en tout? Alors, c'est un chiffre qui varie tous les jours. Là, on est le 22 juin, on est à peu près 85 dans la boîte. Ok. Et je crois que la société a été créée en début 2019, non? Quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Mais du coup, en gros, la croissance de la boîte en nombre d'employés, elle a explosé quand on a commencé à lever des fonds. Là, on a levé il n'y a pas longtemps 26 millions d'euros et du coup, Mhm. la boîte, elle a doublé en 3 mois, quoi. Ok. D'accord. Tout simplement. Ok. La question d'Yvan, c'était quelle est la meilleure approche d'après toi? Alors, c'est une question qui est peut-être difficile, mais je vais quand même Je te ferai au la dire. mieux. Quelle est la meilleure approche de fake it? Donc, je pense que quand on dit fake it, c'est voilà, fake it until you make it, Ouais. avec le gros hack. Qu'est-ce que tu, enfin, est-ce que tu as des recommandations particulières à Ouais. faire à des personnes qui voudraient aujourd'hui adopter cette approche, que ce soit en tant que grosse dans une startup ou potentiellement même en tant qu'entrepreneur? Oui, alors, euh, la meilleure approche pour moi, c'est d'avoir une très bonne méthodologie. Il ne faut pas se dire, je vais faker mon produit, le lancer sur le marché, on verra.
De manière générale, le growth, c'est pas uniquement du hack, c'est pas uniquement des petites astuces pour faire rapidement de l'acquisition pour pas cher. C'est absolument pas ça. C'est un mélange de créativité, de maîtrise de tes outils et de data. Mhm. Et je pense que ça se retrouve, c'est absolument comme ça qu'il faut raisonner quand tu vas, je sais pas, lancer un produit ou un service sur le marché. Tu peux faker ton produit, mais par contre, il faut être sûr de ce que toi, tu as envie de tester en amont, de quelle est ton hypothèse. Sinon, tu te retrouves à faker beaucoup pour pas grand-chose en termes d'apprentissage. Donc, moi, si demain, je sais pas, mais ça se recoupe pas mal avec quand tu veux tester un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle cible, un nouveau message. C'est quelque chose qui doit être très bien défini en amont. Tu vas te dire, OK, mon hypothèse, c'est ça. Pour atteindre mon hypothèse, j'ai besoin de ces chiffres-là. Si j'atteins ces chiffres-là, alors j'ai validé mon hypothèse, ces fameux KPI. Et tu dois avoir une méthodologie de test qui soit bien structurée pour que tu ne te retrouves pas à avoir mal lancé, je sais pas, des campagnes d'ads ou des Mhm. landing pages qui sont foireuses ou pas responsives et des trucs comme ça. Et surtout, une fois que tu as testé et validé ou non ton expérimentation, tu dois bien en tirer des apprentissages, le documenter et itérer quand ça n'a pas fonctionné. Ok, donc la rigueur, du coup, Ouais. énormément de rigueur dans la phase de préparation qui doit en fait finalement quasiment occuper 50% du temps Mhm. sur les hypothèses que tu poses et sur Ouais. du coup le scope que tu donnes à tes expérimentations. Et j'imagine ça implique aussi peut-être de, de parler avec des personnes qui sont passées plus ou moins par les mêmes chemins pour leur demander, voilà, les aider finalement à fixer tes KPI. Ça doit être Carrément. ça doit aider au moment parce que j'imagine que tu te dis, OK, imaginons que je mette 1000 euros sur du Facebook Ads. Mhm. C'est quoi enfin, à partir de quel moment c'est un succès et en dessous de quel seuil c'est finalement Ouais, un échec, quoi. Parce que si tu c'est dépenses ça. juste 1000 euros et que tu n'es pas capable derrière d'analyser le truc avec un peu de recul, ça ne servir à rien. Ouais. C'est ça. Et tu vois, pour Ok. reprendre ton exemple d'Ads, quand tu testes une audience et que tu veux tester tes messages, tu as envie de faire pour chaque publicité un message très différent les uns des autres, puisque du coup, à la fin, ce que tu veux savoir, c'est quel message fonctionne pour ton audience. Et donc, si Hmm. c'est le message qui dit que tes croquettes pour chiens ne sont pas chères, il faut que ce soit clair et pas que tu aies dit dans la publicité numéro 2, c'est écologique et pas cher. Parce que sinon, du coup, ta conclusion est foireuse. Ok, ouais, donc encore une fois, ouais, cette Mm. rigueur. Il y a pas mal de gens qui sont arrivés, donc je fais un rappel par rapport à Victor. Donc Victor, du coup, il est grosse chez Libéo. Donc Libéo, c'est une fintech qui a été créée début 2019. Aujourd'hui, ils sont 85, ils ont levé pas mal de fonds, quelques dizaines de millions d'euros. Je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que sur ces niveaux-là, on n'en est plus trop à 1 million près. C'est ça. Du coup, Victor, effectivement, tu vas tout nous dire, pardon, du job de grosse ce soir pendant l'heure qu'on a ensemble. Est-ce que Ouais. et vous êtes bientôt 10 aussi, ça c'était une des premières infos que tu nous as partagées, vous êtes bientôt 10 du Mm, coup dans l'équipe grosse chez Libéo. Est-ce que tu ouais. peux nous dire de ce que tu as vu toi, voilà, sur potentiellement des collègues ou des personnes que tu connais de ton écosystème qui sont aussi grosses, comment est-ce qu'on peut définir finalement le job de gross manager, quelqu'un qui s'intéresserait à ces métiers-là? Quelles sont les principales, alors je crois que ce que tu vas nous dire sans doute c'est que ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre, mais Ouais. globalement quelles sont les principales missions qu'on va attendre de la part d'un gros, quelqu'un qui voilà, arriverait sur un poste junior jusqu'à 5-6 ans d'expérience du coup. Ouais. Ok, c'est une question à laquelle la réponse varie d'une personne à l'autre et qui évolue aussi beaucoup avec le temps. Je t'aurais Mhm. pas du tout répondu la même chose que ce que je vais te dire maintenant, il y a quelques années. Il y a une semaine. Ah non. Ouais, c'est à peu près ça. Déjà, je pense qu'il faut avoir bien en tête qu'il y a un schéma très connu, le funnel ARRR, qui parle awareness, acquisition, activation, ta rétention, revenu et referral. Ces différentes étapes, c'est tout le scope sur lequel un growth peut intervenir. Et c'est pour ça que, à ta question, je répondrai que il y a des growths qui n'interviennent pas du tout sur les mêmes sujets quand ils se croisent et ils peuvent avoir le même intitulé de poste, mais n'avoir pas du tout les mêmes missions. Mhm. Tu peux être growth et être 100% focus sur la partie acquisition, comme tu peux être growth et avoir 100% de ton temps qui est attribué à une problématique d'activation ou de rétention sur le service sur lequel tu bosses ou le produit sur lequel tu bosses. Donc,
Et d'ailleurs, je pense que c'est un point qui est important. Aujourd'hui, faire de l'activation, c'est super. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais 80% du temps. En revanche, il faut bien se dire que faire de l'acquisition pour un produit qui a une rétention pourrie, ça n'a aucun intérêt. C'est la stratégie de la passoire, en fait. Tu fais venir plein de gens, ils arrivent, ils découvrent le truc, en fait, c'est nul, et au bout de 2 semaines, ils sont partis. C'est quelque chose qui peut arriver. Et à ce moment-là, peut-être que si tu es le seul growth dans une boîte, tu as plus de choses à faire sur la partie rétention avant de commencer l'acquisition. Ce qui peut paraître contre-intuitif, mais dans une certaine mesure, c'est plein de sens parce que ça t'évite d'aller ramener 1000 leads par semaine qui sont très qualifiés et super intéressants, qui vont découvrir ton produit, en être dégoûtés et ne jamais revenir. Donc voilà, tout ça pour dire juste qu'il y a un funnel. Le growth, il peut intervenir sur toutes ces étapes du funnel. Et en fait, de plus en plus, dans les boîtes qui en ont les moyens, et la culture aussi, parce que ce n'est pas forcément une question de moyens, les boîtes ont tendance à structurer leur team growth dès lors qu'elles commencent à se fournir un peu. Donc là, tu vois, aujourd'hui, on est une petite dizaine dans la team growth de l'IBO. Et on s'est structuré en squad, on appelle ça comme ça. Aujourd'hui, on a 4 grosses squads qui interviennent sur le funnel de notre service. Tu as une squad sur la partie prospection, où tu as en gros des personnes qui vont un seul objectif, c'est d'aller chercher des gens à froid. Donc, c'est typiquement des actions de scrapping, enrichissement, cold emailing, des messages automatiques sur des réseaux sociaux, sur des cibles bien précises, de l'ultra-personnalisation. Et donc, du coup, tu as une personne qui est Growth Manager, mais qui fait vraiment de la prospection. Alors que moi, tu vois, par exemple, je suis plus sur la squad qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas longtemps la squad Sign Up, où là, mon taf, toujours avec le même intitulé de poste finalement, c'était plus la partie gestion du paid, déjà dans un premier temps, donc, tout ce qui est paid social, paid search, le display, YouTube et compagnie, et la partie SEO. Donc, tu vois, c'était déjà un taf qui était bien différent de la squad précédente, la squad prospection. Et puis, tu as 2 autres squads. Tu as une squad sur la partie onboarding, mais là, c'est assez spécifique à ce que fait l'IPO. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait venir quelqu'un chez nous, il faut l'onboarder, lui dire, OK, ajoute ton entreprise, fais ce qu'on appelle des KYC, donc c'est mettre tes documents légaux. Donc, c'est vraiment de l'onboarding, mais c'est extrêmement important pour nous. Et ensuite, tu as une partie sur la viralité. Et donc, c'est la fameuse squad virality, où là, c'est un product growth qu'on a chez nous, où la personne est très impliquée dans la partie produit, puisque son objectif, c'est de transformer un utilisateur de l'IBO en alors, le nom m'échappe, c'est pas un émissaire, mais en gros quelqu'un qui va Un parler ambassadeur? de ton entreprise, un ambassadeur, voilà. Un ambassadeur de ton entreprise et ramener 10 autres utilisateurs, 20 autres utilisateurs. Donc, tu vois, tu peux être gross manager, mais travailler sur différentes étapes du funnel qui n'ont rien à voir les unes des autres. Du coup, tes missions diffèrent énormément selon la partie sur laquelle tu bosses et ton objectif est différent à chaque fois. Ok, hyper intéressant. Donc, plus effectivement tu postules dans une équipe grosse qui est effectivement déjà remplie, plus évidemment tu vas travailler sur des projets spécifiques. J'imagine qu'il y a des équipes grosses, évidemment. Quand tu es 30 dans ton équipe grosse, tu vas travailler sur une demi-lettre du modèle AARR, quoi, tout simplement. Il y avait une question de Jamal qui est qui est très pertinente et qui n'est pas évidente, je trouve. Est-ce que tu arriverais à définir la différence entre un growth manager du coup et quelqu'un qui serait digital marketing manager? Tu vois, entre du marketing digital et du growth, comment, enfin voilà, on est clairement, on va empiéter un petit peu sur les mêmes plates-bandes assez régulièrement, a priori. Tu as parlé de SEO par exemple là, il y a quelques secondes, mais est-ce que si on veut un petit peu distinguer les deux, est-ce que tu y parviendrais, Victor? C'est pas facile. Je ne sais pas si je vais y parvenir, mais en tout cas, je vais essayer. Pour moi, le growth, c'est vraiment le mouton en 5 pattes. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est le mec qui a à la fois cette réflexion très créative et un mindset un peu de pirate, tu vois, qui a en même temps cette partie analytics qui est ultra importante dans son taf parce que c'est ce qui nous permet de mesurer les résultats de nos tests.
Et il y a une partie tools, automation, donc parfois un peu tech aussi. Donc c'est, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui est digital marketing manager, elle a moins cet aspect mouton en cinq pattes. Elle peut être plus conventionnelle, je pense, dans son Donc, approche il y a qu'un les growth. moutons à quatre pattes et du coup les moutons à cinq pattes, quoi. Pour mettre Exactement. Jamal à... Ok. Bon, bah voilà, Jamal, Mais tu as non, ta c'est une réponse. question qui n'est pas facile. Après, il faut vraiment faire attention. Dans certaines grosses boîtes moyennement digitalisées, parfois un peu lentes dans leur process, etc., et pas besoin de les citer, les intitulés de poste, ça peut être complètement digital marketer. Ça ne veut pas dire que le taf, in fine, sera exactement le même que je sais pas, un gros engineer dans une super startup hyper tendance. Donc, il faut faire hyper attention à ce qu'il y a derrière le terme. Il suffit de regarder 3 offres de Growth Manager sur Welcome to the Jungle.